La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui change presque tout. Bonjour à tous et bienvenue dans cette fantastique nouvelle émission qui entame la saison 7 du One A Club. Le 7 c'est un bon chiffre. Ouais, c'est un bon chiffre, c'est mythologique. C'est mytho surtout. Je suis One A Pied, je suis accompagné de mes... On en est à 7 fois je suis. Oui, je suis ravi de l'entendre. Et je suis circonspect de me rendre compte que je le dis beaucoup je suis. Donc Tizak est avec nous pour faire des remarques blessantes tout au long du podcast. Bonsoir Tizak. Bonsoir mon pied-pied. Il y a aussi Thio. Hello. Qui est là, comme d'habitude. Dis la fosse nasale. Voilà. Dis la fosse nasale. Qui va nous faire des sons gutturaux et se moucher dans les micros pendant toute la soirée. Si vous avez mal aux oreilles à la fin de cet enregistrement, c'est sa faute. Pourquoi le podcast qui va tout changer, presque? On a décidé de revoir un peu notre formule et de vous proposer, plutôt que une émission, non pas 5 émissions, non pas 4 émissions, non, 2 émissions. Ouais, je sais, c'est pas si exceptionnel que ça. En gros, on s'est dit Toi, t'es un commercial, toi. Ouais, je sais. Toi, t'es énorme, toi. Toi, t'as bossé pour télévitrine, téléachat, télé-shopping et compagnie. Il y a de l'idée. En fait, on s'est dit que ce qui était cool, ce qu'on aimait bien de temps en temps, c'était écrire des chroniques super travaillées. On l'a fait de temps en temps. C'était bien sympa, mais c'est vrai qu'il y a un côté écrit qui est pas aussi cool que nos chroniques à l'arrache comme on fait d'habitude. Puis ce qu'on aimait bien aussi, c'est de temps en temps pouvoir approfondir nos sujets et spoiler comme des bourrins sur les BD, sauf que le spoil, on a déjà eu des discussions là-dessus. Il y a des gens qui aiment pas ça, et ce que je comprends tout à fait. Donc, nous avons décidé de faire une émission qui sera le One A Club, qui sera consacrée uniquement à du conseil en bande dessinée, pour vous dire ce qu'on a trouvé bien ou pas bien, pour quelle raison, pour quelle pas raison, et aussi pour vous dire pour qui ça pourrait plaire ou pas. Donc on va continuer comme d'habitude à faire de lecture, sauf qu'on vous fera des émissions avec beaucoup plus de BD. Mais comme on s'est aussi rendu compte qu'on avait tendance un petit peu à s'égarer et à sortir des clous et à partir dans des discussions comme celles que je suis en train de faire à l'heure actuelle, des monologues qui ne finissent jamais, on a essayé de se donner un timing. Ah, Piet, t'es encore là? On avait pas arrêté l'émission? Mais non, on continue. Ah merde. On a essayé de se donner un timing. Excusez-moi messieurs, il faudrait partir maintenant, ça va fermer là. Donc maintenant nous avons décidé que nos chroniques dureraient au bout de 5 minutes, on s'est mis un petit compteur pour nous, normalement vous ne devriez pas l'entendre, enfin je sais pas, j'ai pas encore fait les réglages mais on verra. En fait c'est un compteur qui n'existe pas. Mytho, tu vois, on a dit c'est mythologique, c'est mytho en fait. Ouais. Et au bout de ces 5 c'est minutes d'un coup, là, en fait, il va prendre une clochette et il va faire ding ding. En gros, on va faire stop, faut qu'on finisse la discussion et qu'on s'arrête d'en parler et qu'on se prépare à tu sais, Germaine, rentre à l'étable maintenant. De plus, je me suis rendu compte que Tizak faisait de gros efforts pour nous écrire de très bons courriers des lecteurs, mais que tu en foutais pas une. Alors j'ai décidé de lui donner un peu plus de travail, et maintenant... il sort les poubelles. Il gère le crowdfunding. On a une rubrique online qui sera toujours présente tous les mois, mais une fois... Ça sera une rubrique sur le crowdfunding. On nous a dit que ce serait pas mal d'en parler, et effectivement. J'ai chargé Thio de s'en occuper, il m'en veut car il s'est ruiné depuis. Oui, alors j'ai envie de vous dire, en fait, nous aussi on va faire un crowdfunding pour crowdfunder Mathieu. Ouais. Pour qu'il puisse crowdfunder pour l'émission. Voilà. On va lancer notre propre crowdfunding. Mathieu, faudra que tu en parles d'ailleurs. Pour les contreparties, j'ai pas d'idée. Mais si, moi j'ai plein d'idées Mathieu. Oui, t'inquiète. Et comme bien entendu, je trouvais vraiment qu'il bossait pas assez, c'est lui qui animera la deuxième émission qui s'appellera la Splash Page. Alors ce sera pas exactement comme nos Splash Page d'avant, on fera pas, vous vous souvenez, c'était une bonne interview ou un sketch débile. La Splash Page, là sera un peu différent, on va juste essayer d'approfondir un peu les bandes dessinées dont on aura déjà pu parler dans le chronique. Après la chanson et le sketch débile, il y avait aussi un travail un peu plus approfondi. Oui, on essayait. Ouais. Donc je te remercie parce que du coup tu m'as quand même introduit puis approfondi. Je trouve que la 7e saison est bien lancée là. On a dit que c'était toi la fosse. Hein. Ah oui, la fosse. On lance bien la saison. Et donc nous allons pouvoir tout de suite commencer par du online. Nasal d'ailleurs, c'est pas un anagramme de anal au pluriel. Sur cette réflexion, je pense qu'on peut lancer la première. On peut lancer, ouais. Online. Thio, c'est à toi. C'est à moi. J'ai envie de te dire, c'est ta rubrique, c'est ton moment, c'est maintenant. Donc du coup, régale-toi. Vas-y. Voilà.
C'est bon. Mais là, tu peux y aller, hein. Vas-y. Je te laisserai parler, y a pas de souci. Tu nous as fait une belle sélection quand même. Hein. Alors donc du coup, on m'a lancé sur le crowdfunding et là je me suis dit mais qu'est-ce que le crowdfunding? Qu'est-ce que le financement participatif et où est-ce que ça peut mener? Et là en fait, j'ai relu Marx, j'ai relu Jaurès en français dans le texte. Mais merde, il était français en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça très très beau. C'est bien, Mathieu. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Alors on va aller un peu plus loin, il faut aller un peu plus vite. Donc j'ai pris quelques sites de crowdfunding. Alors je vais vous faire partager rapidement ce dont j'ai réussi à faire tourner les pages en même temps que je parle. C'est trop fort. Tout d'abord sur le site de Ulule, la chouette française. Donc d'abord il y a le crowdfunding de Dave. Alors c'est un crowdfunding qui va finir dans 11 jours. Donc quand vous écouterez l'émission, il restera 6 jours, sachant que il est déjà financé à 500%. Si vous prenez le bouquin, Dave s'est engagé à faire une dédicace pour tous ceux qui achètent le bouquin. Mais qu'est-ce que c'est donc que ce bouquin? Il n'a pas dit quand. Il a dit qu'il le ferait. Je pense qu'il va avoir du taf. Donc ce bouquin en fait c'est un recueil de ses carnets de croquis en fait qu'il trimballe depuis. Alors je crois que là ça va être le recueil de 2014 à 2012. Donc 8 ans de croquis, ça. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir 2012 parce que 2014 à 2012 2004, ça fait moins 2 ans. J'ai dit 2014 2012. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est pas grave, je corrige. Mais vas-y, reprends. Mais rappelle-toi que je t'ai dit que mon cerveau était vraiment pas connecté en fait. Ouais. Rappelle-toi, j'ai des gros C'est pour soucis. ça que tu fais l'online. C'est ça, voilà. Et tu as tout dit. Donc du coup, il vous restera 5 jours et je pense que ça peut être... Soyez réactifs. Soyez réactifs et à vous de voir, voilà. Toujours sur Ulule, j'ai trouvé un bouquin, moi j'ai trouvé vraiment très très joli. Donc ça s'appelle Ava et ses monstrueux amis, de Camille Boiseau. Ava, donc une petite fille un peu bizarre, qui aime les films de zombies, qui est un peu asociale, qui ne parle pas beaucoup, voilà. Et qui a des super jolis monstres, trop jolis, trop mignons, trop kiki, quoi. Et l'histoire a l'air assez sympathique, donc bon. Donc en gros là, on va fonder quoi, le bouquin et les bonus, il y a des trucs sympas. Alors le bouquin, là aussi, est déjà financé. C'est cool. Donc il vous restera environ 15 jours pour vous y mettre si vous le souhaitez. Et pour 25 €, vous avez le bouquin, 3 cartes postales, un ex-libris et un petit badge. Si vous voulez monter à 30, en plus, vous aurez une petite aquarelle en format A5. Ça peut être Et les sympa. aquarelles, franchement, elle en a mis quelques exemples dans les actus, elles sont très très jolies. Oh la vache! Juste dans des jingles et tout. Ensuite, maintenant, là, on attaque du lourd. Brum. Alors, Brum, donc c'est un bouquin de Marceau. Alors, c'est pas son premier bouquin, il a déjà fait d'autres avant. Mais celui-ci... Comment il faisait des bouquins, le mime? Ça doit pas être facile. Alors, si, parce Ils que faisaient des tu vois, il faisait... Il faisait des mains comme ça. C'est très visuel, en fait. C'est comme la radio. C'est comme la radio. C'est un physique de radio. Donc Brum de Marceau. Donc comme il le dit lui-même, c'est sans doute le bouquin de la maturité. C'est lui qui le dit. Hein. Et même lui, il se dit que ça y est, il est devenu peut-être presque un vieux con en disant ça. C'est de l'humour, j'allais dire dans ta gueule. Ouais, bourrin, hein, j'en ai lu quelques Bourrin morceaux. dans ta gueule, mais ça m'a quand même bien fait sourire. J'ai du mal à savoir si c'est second degré ou facho. Hein. C'est un peu délicat. Là, il y a vraiment une marge très très fine entre les deux, je pense. Second degré ou facho? Oui, c'est ça. Moi, je penche pour le second degré. Moi aussi, mais des fois tu fais ah ouais quand même. Non, c'est dans l'humour. Des fois, il y a quand tu vas dans quelque chose qui est un peu excessif, des fois ça te fait rire, des fois tu te dis ça fait grincer. Ouais. Voilà, ça fait grincer. Mais moi j'ai trouvé ça très joli. C'est pas grave, tu m'as coupé la parole. Je pensais que t'allais passer. Mais c'est pas grave. Je suis parti trop tôt. Mais tu sais bien que j'ai l'habitude maintenant. Ouais, ta femme aussi. On l'est pas encore placé cette saison, celui-là, tiens. Je pensais quand même qu'on attendrait un peu plus, tu vois. Ouais, bah tu vois. Ensuite, parce qu'on a des nouveaux là peut-être qui écoutent l'émission. Ouais, mais il m'est remonté. On va passer sur Kickstarter. Non, pardon. Excusez-moi, sur KissKissBankBank. Le bestiaire égaré de Charles Darwin, qui est un projet montpelliérain fait par... je recherche le nom. J'allais dire Bouet. François Bouet. François Bouet. Voilà, merci Isaac.
François Bouet, donc qui en fait a une sorte de voyage utopique de Charles Darwin dans les îles de la suspension. Voilà. Donc Charles Darwin, qui a écrit L'origine des espèces, aurait fait une sorte de truc qu'il a inventé dans les îles de suspension, où en fait il a rencontré et inventé des animaux. Le lamentin de barbarie. Et voilà. Et la tonguette. Ouais, ça, c'est... On dirait un ocarina croisé avec une crevette. Donc c'est plein d'animaux imaginaires, quoi. Plein d'animaux imaginaires avec, justement, là aussi, des petites explications qu'il a rajoutées. J'aime bien sur le à quoi servira la collecte, parce que sur le début, franchement, quand tu vois le truc, tu peux te demander. Bon. Donc, là aussi, le financement est déjà réalisé. Donc, toi, tu prends pas de risque, hein, quand écoute, en même temps, ce qui m'a plu, c'était déjà fini. Hein. Non, ça veut dire simplement qu'il prépare ses chroniques. Les contreparties, des trucs sympas. Des cartes, alors une grande carte A4 de l'archipel de la suspension, des cartes à jouer avec les animaux du livre. Ah, c'est rigolo comme bonus là pour le coup. Après, il y aura d'autres dessins, des planches A4 qui rassemblent tous les animaux. Enfin, plusieurs choses, voilà, en rapport avec le livre forcément, parce que sinon ça n'a pas de lien, quoi. Là, il vous reste quand même presque un mois de. Ah ouais, tranquille. Un mois à la taille du large, quoi. 36 jours, on est bien. Après, on va passer maintenant sur. Il faut que je marque une pause, en fait. Tu me fais un geste. Tu me fais un geste geste. On voit le jingle. On n'est pas encore dans alors la technique. Maintenant, et on n'a pas l'habitude que ce soit lui qui parle et moi qui fais la technique, en fait. Donc, sur Kickstarter, là, c'est donc une BD qui s'appelle All My Ghost, de Jeremy Massey. Donc là, c'est en anglais. C'est un site anglais. All My Ghost, c'est l'histoire, en fait, d'un journaliste qui est à peu près au fin fond du cul du loup des Appalaches, quoi. Hein. Et en fait, il se retrouve il est directeur d'un journal qui l'a vendu. Il a dû le vendre parce que la thune ne rentrait plus. C'était le journal familial par excellence. Et à partir du moment où il va le vendre, il va commencer à se passer plein de choses étranges dans le journal, dans la ville. Et ça a l'air, voilà, d'être une jolie BD. Une jolie BD en noir et blanc. Je crois qu'il a gagné la bichromie, il a proposé. Il a proposé la bichromie, mais je sais pas s'il a gagné. En fait, j'avoue que là, c'est celui que j'ai peut-être le moins regardé, je vous l'avoue. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il propose en contrepartie vite fait. C'est souvent le bouquin signé, donc du coup c'est pas. Moi j'ai trouvé que souvent là pour l'instant les trucs étaient pas très chers. Pour $30, tu as le livre signé. Livré partout en plus. Livré partout dans le monde entier. Ouais. Enfin signé, ouais, c'est à l'américaine. Il signe les bouquins. Il signe les bouquins. Et enfin pour finir, et là parce qu'on est dans l'air du temps, Les Implacables. Alors là c'est donc ça c'est l'esprit sportif, c'est l'engagement. On est vraiment dans les jeunes qui se livrent, qui créent des livres aussi, et je pense que qui se livrent dans le livre, qui se livrent à l'intérieur du livre. Et là, on retourne sur les valeurs fondamentales. Et en fait, je l'ai entendu hier soir, mais je me rappelle pas le nom, tu vois. Le chauve? Eh oui. Avec les petites lunettes? Eh oui. Qui a été ministre? Eh oui. C'est pas la fenêtre, c'est la porte. Là, il parle de sport, moi je suis largué. Voilà. Monsieur le ministre Bernard Laporte. Bernard Laporte. Eh oui. Celui qui faisait le blague qu'on pensait qu'il était le père. C'est ça, on pensait qu'il était le père de sa femme, de la fille. Voilà. La fille de sa femme. Enfin bon. Mais en fait, c'était pas lui. Les Implacables, donc le petit 15e. Alors c'est un bouquin sur le rugby qui est fait par. Je vais retrouver son nom. Vu les oreilles, j'ai envie de te dire qu'il doit être rugbyman aussi. Ça, c'est Emmanuel Oritordoki, Polo. Dis-moi si tu le reconnais pas, là, tu sors, quoi. J'ai une petite anecdote d'ailleurs. Déjà, il a réussi à dire son nom sans se tromper d'un coup, il est fort. J'ai une collègue le mari d'une collègue qui voulait appeler son enfant Emmanuel et il a failli divorcer. Ok. Alors, donc... c'est pas les producteurs de la télé, là, qui font, non, ça, c'est, non, ça, c'est quand tu trompes ta femme et que tu la molles. C'est un démol. Alors donc, le livre Les Implacables, c'est donc un livre sur le rugby, forcément, là on est dans la Coupe du Monde de rugby, qui est sponsorisé par Emmanuel Oritordoki, qui est donc un international de rugby, ancien d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'a pas été sélectionné, et qui est dessiné par Marc Nguessan, dont on a déjà parlé en fait pour Ling Ling,
chez Bambou. Oui. Ah, Il tu vois. dessine bien le monsieur. Il dessine bien le monsieur, tout à fait. Et donc voilà, ce bouquin, c'est sur le rugby. Je vais pas vous en parler davantage, mais surtout c'est parce que quand vous l'achetez, ça fait un don pour les enfants qui sont dans les hôpitaux. Parce Donc qu'on voilà. est plus dans le livre illustré que dans la bande dessinée. C'est du livre illustré, c'est peut-être pas de la bande dessinée, Mais mais il y a des- ça méritait qu'on en parle. Il y a des clins d'œil. Le petit 15e, par exemple, que j'ai pu voir une couverture, le petit 15e, qui est un bel hommage Oh, à Tintin. petit. 20e, Bra- de Tintin. Bravo. Bien. Monsieur Thio, tu vas nous parler de Nestor et Pollux. Et non pas de Riku et Biku, comme tu l'avais cru. Tu t'es trompé. Voilà, il faut quand même qu'on vous donne le sous-titre. On essuie un peu les le places, sous-titre hein. des coulisses. Tout à l'heure, en préparant l'émission, on ressort nos BD. Alors, qui fait quoi? Toi, tu prépares ci. C'est bien, toi, là, t'as on est en train de préparé meubler ça. pour lui laisser le temps de faire ça. Et là, au moment où Mathieu sort ses BD, il y a Nestor et Pollux qui est juste à côté de Riku et Biku. Et là, il fait oups. Bon les gars, faut que je vous dise, en fait j'ai préparé, en pensant préparer Nestor et Pollux, en fait j'ai préparé Riku et Biku. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça marche aussi. Ça marche presque. Ça marche presque. Donc Alors maintenant qu'on t'a laissé C'est ça. 42 secondes pour que tu relises Je instantanément n'ai, et Nestor et tu notes que Pollux. je n'ai rien ouvert, tu vois. Ah Parce bah qu'en ça fait, après tu fais tes choix. dans Nestor et Pollux, tout est dans la couverture. Oui. Depuis la Bible, Dieu n'a jamais été aussi drôle. Témoignage crétin. Et voilà, ça tout est dit. De quoi nous Eh parle bien merci pour cette chronique. de quoi nous parle Nestor et Pollux De yaourt. D'abord de qui c'est, déjà, s'il te plaît. Donc de Nédar, Tarin et Groge. Ogrojoski. C'est chez les éditions Onapratu. Sérieux, et j'ai quand même eu, je crois, tous les trucs les plus faciles à lire de la soirée, les gars. Là, après, pour Ouais, vous, c'est ça va vrai. être easy. Hein. C'est sympa. Ouais, non, mais ils font des bons trucs, on a pas du tout. Alors donc, Fabrice Tarin, d'ailleurs, que nous avions interviewé il y a de ça, presque 6 ou 7 ans. Premier passage C'était avec Calanque et des bulles, C'était la première interview, en fait. qui avait dessiné un Spirou, le monsieur. Hein. Alors, de quoi ça nous parle? Deux personnages sont dans un pré et tous les jours, ils ont le droit d'avoir un yaourt chacun. Il y a le yaourt à la framboise et le yaourt au pruneau. C'est pas bon les yaourts sur Pruneau, hein. Je crois que tu as compris toute la BD. Et donc, bah, tous les jours, ils essayent... au Pruneau ça fait caca. Ils essayent bah, il y en a un qui essaye de refourguer à l'autre le yaourt au pruneau, parce que forcément, c'est le truc qui te fait mal au bide. Tous les jours, le yaourt au pruneau. Voilà, quoi, tu en peux plus, quoi. Bah ça a Et- été commercialisé sous le nom d'Activia. Et donc, en fait, on va avoir ces deux créatures qui, au fur et à mesure, on va l'apprendre, en fait, sont un petit peu des cobayes pour Dieu, pour un Dieu, qui a donc créé son univers, quoi. Mais c'est un dieu pas très doué, il a une ficelle pour tenir au-dessus du Oui, ciel. parce que qu'il lui, est il vole lui. pas. Alors que et les autres dieux se foutent de sa gueule, parce que forcément, c'est le pas doué, quoi. Ouais. Et ben donc ces histoires justement de yaourt, de Dieu, J'ai ça envie de va. te dire en même temps Dieu du yaourt, je pense pas que ce soit le plus fort de tous, hein. Ah oui, c'est le seul dieu de leur monde. C'est le seul Dieu de leur monde. Ah oui. Quand il y a que ça, tu fais avec, quoi. Ouais. Mais ça va amener des histoires et des questionnements sur Dieu et sur la place de Dieu et sur le rôle de la religion. Et c'est, si tu as que des yaourts, si t'avais pas de yaourt au pruneau, est-ce que celui aux framboises serait aussi bon? Ah oui, ça j'ai vu, c'est la 4e de couve. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est une excellente question. Hein Et Oui, c'est pas faux. Parce que finalement, alors, si tu bouffes toujours de la merde, bah, la merde, elle est bonne. C'est vrai. Enfin, Oui, c'est une conception de la vie. alors moi, c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, j'ai été surpris parce que ça commence, ça a l'air un peu, ouais. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça n'en a l'air parce que ça fait se poser beaucoup de questions sur un concept complètement débile et simple. Je sais pas si Le niveau- yaourt. Ouais, je sais pas si niveau scénaristique, parce que les personnages sont plus débiles les uns que les autres. Il y en a un peu gentil et naïf, l'autre un peu plus, il est un peu fourbe, quand même, un peu hein. plus fourbe, mais qu'il aime son copain gentil et naïf, même s'il est prêt à le trahir pour avoir ce qu'il veut. Parce C'est yaourt à la framboise, quoi. Oui, parce que oui, mais en même temps, si ça fait déjà une semaine que t'es en chiasse parce que tu bouffes que du pruneau, Oui, c'est parce il était puni parce qu'il a triché. ouais, c'est vrai, il a triché. Voilà. Donc, enfin, ça fait se poser beaucoup de questions sur un truc complètement débile. Je sais pas ce que t'as toi pensé du scénario. Au départ, tu te dis vraiment que c'est un truc qui part dans tous les sens, que ça va être vraiment exactement très débile. Mais j'ai trouvé que enfin moi, ça m'a amené une réflexion, on va dire, sur le fait de croire et de pas croire, quoi. Oui, voilà, ça fait réfléchir. Tu t'attends pas à ça, en fait. Ah oui, non, c'est. Et c'est vachement plus profond que ça n'en a l'air, sérieusement. Tu vois, alors en fait, Isaac, vous l'avez pas Oui, vu, il a mais il a levé fait un un haussement de sourcil. sourcil à la Spock. J'aurais dit à la Fossoyeur. Ah,
Ah aussi, ouais. Bah c'est vrai que c'est la barbe peut-être qui fait ça. Ouais. Mais non, ça, oui, vas-y, touche-moi le genou, j'aime bien. Moi, je trouve ça amène une réflexion justement sur la religion et sur la croyance en général, quoi. Ça fait penser. Ça fait bien penser. Graphiquement, Très simple, mais j'ai trouvé ça efficace. Enfin, simple sans l'être, parce que tous les personnages, à un moment, quand il faut les dessiner, putain, il a dû en chier, parce que parfois ils sont 40 000. parce que des fois, voilà, ils se sont clonés, quoi. Et là, Je trouve que c'est très très dense au niveau du dessin. Le dessin est pas d'une puis, complexité alors, en gros, j'ai un atroce, artiste mais contemporain, c'est très, très dense. dessiner tous ces pots de yaourt, moi, je sais pas comment on fait. Ogre, j'ai aussi un artiste contemporain au niveau du dessin. Il avait fait d'autres séries dans Spirou. Ça a été prépublié à l'époque où Pif était ressorti, en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, au moment où Pif était ressorti, t'avais prépublié dedans. Donc on a un style très Pif, je trouve, graphiquement, pour le coup. Ouais. Mais une profondeur de scénario qui est assez étonnante. Je pense que ça doit être très chiant pour les mômes. Alors que, bah, moi, je m'attendais pas à ça, quoi. Je suis assez content de cette lecture, au final. Ça m'a bien travaillé le crâne. Bon, juste puisqu'on est en train de finir, parce qu'on a un timer, moi j'ai été peut-être à la vision du bouquin, peut-être un peu déçu par l'édition, même si le côté papier pelucheux un peu à l'ancienne comme sur les C'est un pifs, petit éditeur. c'est intéressant. je pense aussi, Par contre, ça me donne l'impression que les planches étaient bien plus grandes que ce qu'elles ne sont là, et C'est possible. que la réduction a fait perdre en précision au dessin. Ça fait pas flou, mais s'il y a un effet un peu de réduction qui est pas très propre. Voilà. C'est Ça aurait possible. mérité, surtout vu la densité, peut-être un tirage un poil plus grand. Qu'est-ce que t'en ferais une fois que tu l'as lu? Ouais, c'est notre nouveau truc, on l'a pas dit. Maintenant, quand on a fini un bouquin, on décide de dire qu'est-ce qu'on fait. Et bah, hein, Alors, celui-là, je pense que je peux le faire tourner dans mon école. dans l'école. Ah oui, mais chez les profs. Chez les profs. Ah oui, bien sûr, chez les Voilà. profs. Parce que J'ai les profs cathos. Voilà. Oui, parce que ils sont cathos chez moi. Voilà. Donc, À du te coup, faire tourner, ouais. À moi, ouais, je vais le garder et je vais le mettre avec mes livres spirituels. Ouais, c'est ça. C'est un petit côté livre spirituel que j'aime bien. Je crois qu'on va pouvoir passer. Ouais. Et moi, toi, tu le mettrais dans l'étagère des spiritueux, non, c'est ça? Non, celui-là, je pense que Le je le yaourt au mettrais, pruneau, c'est très spirituel. Le yaourt au pruneau, ouais, je le mettrais au rayon Activia. Mon petit pied-pied, c'est à toi pour Les Deux Van Gogh. Les Deux Van Gogh est un manga que je vais retrouver, que j'ai posé là, de Ozumi, scénariste et dessinateur, qui est un manga qui est paru au Japon en 2 tomes, mais que Glénat a eu la bonne idée de sortir en un seul gros tome pour nous le faire moins cher. Ce qui est plutôt pas mal, surtout que c'est une histoire complète. Ça nous raconte l'histoire de Theo Van Gogh, le frère de l'autre, Vincent Van Gogh, dont vous avez sans doute entendu parler, qui, lui, est marchand d'art à Paris, dans une galerie qui s'appelle Goupil, et qui, en fait, essaye autant que possible, mais par des moyens un peu subtils et fourbes, car il a l'air très subtil et fourbe comme personnage, c'est ce côté un peu bad guy qui cache son jeu. La sombritude. Ouais, sombritude, voilà. La sombritude de sa D'apporter fourbe. l'art au peuple, parce que... Sombritude ou ténébritude? Ténébritude, ouais. Ténébritude, je pense plus, tu vois. Ouais, ténébritude. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, bah, l'art était vraiment pour les nantis. C'était pas pour les pauvres. Et lui, son but, c'est de faire ça. Et il a, entre guillemets, son arme secrète, c'est son frère Vincent, qui est une sorte d'artiste naïf, un peu loser, qui essaie de trouver du boulot, et il essaye d'imposer un peu le travail de son frère pour l'aider, même si son frère est d'une candeur incroyable. Et on va suivre donc l'histoire de ces deux frères. Enfin, l'histoire. Ce livre a un gros problème, c'est qu'il n'est pas vraiment historique. On est vraiment, si vous connaissez un peu l'histoire des deux frères, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses bizarres. Ah bon? Mais il y a une chute qui se veut justifier tout ça, et j'en parlerai plus longuement dans la splash page de la semaine prochaine, parce que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il reste en soi que c'est un bouquin qui est très intéressant pour sa présentation de la vision de l'art fin 19e, cette idée que il y a les galeries des beaux-arts en fait, où on va avoir l'art, je trouve plus le mot, l'art officiel, l'art qu'on doit faire, et tout le reste ce n'est pas de l'art parce que ce n'est pas reconnu par l'académie entre guillemets, et les artistes qui essayent d'aller au-delà. Donc on va suivre un peu tout ce côté, on croise comment il s'appelle ouais, j'ai fait tuer une tablette. Alors, ouais, enfin, t'as failli tuer les deux Van Gogh, certes, mais ma tablette, non. Voilà. Il fait tellement de grands gestes qu'il en a perdu le bouquin. C'est ça, moi je parle avec les mains. Comment il s'appelle le nain
dont on a lu une super BD sur lui d'ailleurs il y a pas longtemps. Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, on croise Lautrec. Le nain, on a lu une BD il y a pas longtemps. Oh, la description. Motus. C'est ça. Écoute, moi je suis un champion en Time's Up. Mais mais je crois que même dans Moulin Rouge, ils l'ont pas décrit comme un nain, tu vois. Ah ouais, il est pas grand. Non, mais certes, il est pas grand, mais voilà. c'est pas un nain. Quoi qu'il en soit, c'est un bouquin qui est très joliment dessiné. J'ai beaucoup apprécié le dessin, le graphisme. C'est très bien raconté, mais ça s'éloigne un petit peu de l'histoire officielle, ce qui m'a semblé un petit peu gênant. Kyo. On passe un bon moment. Moi, j'ai passé un moment sympa à le lire. Il y a des moments d'histoire qui m'ont un peu piqué parce que c'est pas possible. Parce que c'est juste trop faux. Voilà. Mais on passe un moment sympa. Après, comme on a dit, on approfondira le truc sur la... Parce qu'il va falloir spoiler à donf. Parce que sinon, ouais, on spoil à donf. Donc, on approfondira le truc pour la prochaine émission. Mais c'est honnête. C'est honnête. Après, c'est vrai qu'à la fin, on se dit... Est-ce que ça le valait ? Oui. Mais graphiquement, par contre, j'ai trouvé ça très joli. Les passages avec Vincent, il y en a quand même qui sont vraiment bien faits. Voilà, c'est vraiment très joli. Mais tu reconnais pas les personnages non plus, en plus. Physiquement, le Vincent Van Gogh il ressemble à rien au Vincent Van Gogh qu'on connaît. De toute façon, il y a quasiment aucun peintre qu'on serait capable de reconnaître. À part un Dali. Si, le nain. Ouais, Ok, alors, dans notre vie, il y a le nain, il y a Dali, il y a Picasso que tu reconnais. Il y a le nain, il y a le sourd d'une oreille. Il y a Johnny l'oreille. Ah, c'est bon. Il y a le celui avec les yeux sur le côté, là. Moi, je suis sûr qu'il était déjà dans Yakari, parce qu'on parle d'oreilles cassées dans Yakari. Je suis sûr que c'était dans lui. Tintin aussi. Il y a celui qui fait les voitures, là. Celui qui fait des voitures. Ouais, Picasso. Ah ouais. Putain, qu'il est con. Et ouais. Pas des explosifs, c'est ça. lui. Et non, et celui qui faisait les chocolats aussi. Celui qui faisait des Bah, chocolats. Dali. Dali, chocolat. Celui qui nous vendait les... L'envin, les chocolats de l'envin. Ah oui. Je suis d'accord qu'on était petits, mais quand même. Bon. Waouh. Voilà. Retournez voir Culture Pub, les gars. Bon, bref, ça parle de Théo, ça parle de Vincent, et vous en reparlerez plus précisément dans l'émission 2. Bon, moi je le donnerais, c'est un truc que je donnerais. Je pense que ça pourrait plaire à quelqu'un, mais j'ai pas accroché à l'histoire. Je sais pas qui, en fait. T'as pas une cheminée ? Non, j'irai pas jusque là, mais... Voilà. On passe à la suite On passe donc à Gloriole. Alors Gloriole de Mandry Johnson, Gad et Bathroom Quest, que nous avions eu la chance de croiser au Festival des Calanques et des Bulles. Donc c'est un recueil de strips, avec de l'humour noir, décalé, hardcore, plein de non-sens, du mauvais goût, bref, un truc absolument horrible, mais assez bizarrement qu'on dévore. Sans vraiment s'en rendre compte, hein. On tourne les pages, on rigole, on ricade, on grince un peu des dents, on fait arf et on lit ça tout naturellement. On croise Dieu, on croise un parrain de la drogue, on croise la voisine, on croise le Père Noël. Bref, le seul point commun qu'ils auront entre eux, c'est juste d'être dans des situations totalement absurdes, rocambolesques. Ils sont horribles, ils sont atroces. Voilà, c'est le fond de commerce de Gloriole. Attention, en termes de dessin, il faudra être très 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 attentif parce que même si c'est petit, même si c'est plein de toutes petites choses, parce que quand même le format est réduit sur le bouquin et en plus ce sont des strips, donc on n'utilise vraiment que très peu de la page. Il y a encore tout un tas de petits détails à aller chercher à droite, à gauche, une main qui traîne, un objet qui est renversé, etc. et qui renforce encore l'absurde, l'hardcore, l'horreur qui est proposé. C'est du bon, ça fait grincer. Quand on aime ce genre d'humour, c'est d'excellente qualité. Pour rappel, Gad est également responsable des Ultimex. Dans le genre humour tordu, j'ai envie de dire. C'est pas décalé, ça, tordu. Dans l'humour tordu, acide, c'est pas mettre entre toutes les mains. Et on est dans cette veine-là, un peu plus soft, moins construit sur l'ensemble, mais on est dans cette veine-là. Je pense qu'il aurait pu y avoir un petit message sur la couverture en disant que l'éditeur et les auteurs se dégageaient de toute responsabilité sur les possibles effets néfastes sur la santé mentale des lecteurs. Voilà. Mais franchement, c'est horrible, il faut le lire.
D'ailleurs, je vous renvoie vers l'interview de Bassroom Quest qu'on avait fait pendant le dernier festival des Calanques et des Bulles, et qui est donc dans l'émission. C'est ça. Et je trouve que lui aussi, il fait froid dans le dos. Ouais, mais il avait l'air sympa, en fait. Il avait l'air inoffensif et gentil. Mais et c'est cool. ça, justement, c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Parce que tu dis, il peut penser à ce genre de choses. Mon C'est ça. Dieu. C'est ça, c'est qu'il a l'air très très gentil, très calme, et en fait, il peut Et faire trop ça. calme. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre le physique, le ton de la voix et le contenu des paroles. Un petit côté, psychotique, sympa. Ouais, bah, moi, pareil, Psychotique, sympa. Jolie phrase, celle-là, tiens. On l'a quand même habillé chaudement, quand même. Ouais, c'est vrai. Bien, là. J'espère qu'il appréciera s'il nous écoute. Ho, ho, ho. Bonne rentrée. Bassroom. Voilà. Tiens, je vais refaire la mienne, d'ailleurs. Enfin, rien à voir. Oui, Pierre, il vient de refaire sa salle de bain. Non. J'adore. Tu ne viens Pardon, pas. mes parents viennent de le faire. Voilà. Oui, donc graphiquement, effectivement, c'est un peu côté un peu trash. Ils sont plusieurs dessinateurs dessus. C'est vrai que c'est un humour qui est pas à mettre entre toutes les mains. C'est pour adultes vraiment avertis. C'est aux éditions même pas mal, qui aiment bien sortir des trucs un peu bizarres et trash comme ça. De temps en temps, il y a des dessins en grande page, voire en double page. Oui. Et là, celle-ci, on a la Chapelle Sixtine, on revue a par la Gad. Chapelle Sixtine revue et corrigée. Alors, bien corrigée. Hein. Thio, toi, qu'as-tu pensé de Glory Hall? Bah, je vais aller. Ça y est. Elle est partie. On a perdu la voix. Donc, je vais aller, en fait, dans votre sens. C'est exactement ça. C'est pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est très drôle, très, très fun. Voilà. Tu passes du bon temps. Maintenant, c'est un humour particulier qui ne plaira vraiment pas à tout le monde. Mais ceux qui aiment ce style-là, vous allez vous régaler. Et vous en feriez quoi? Ah, moi, je fais tourner. Moi, je le garde innocemment dans mes chiottes. Ouais, mais c'est ça. Faut faire tourner, parce qu'en fait, c'est le petit truc. Si tu le lis aux chiottes, personne le sait. T'es dans ton coin, on te voit pas le prendre, Et puis on te voit pas rigoler des blagues. Et t'oseras même pas dire, j'ai lu ce truc dans les chiottes. En sortant, tu diras rien. C'est ça. C'est exactement ça. Ou alors, tu vas fumer ta clope après et tu fais partie de la confrérie. Parce que tu peux pas l'offrir. T'as lu, à part un t'as lu. pote, qui est... Bah, donc, si tu offres à des potes qui ont un peu le même style de délire, ça Ouais. peut du coup faire une référence, pour C'est des, ça. voilà, pour des jokes, tu vois, entre potes. Je pense que ça peut être un truc sympa. Plus en salle des maîtres qu'à la BCD. Mais vraiment, ça démettre, en sachant qu'elle est fermée et que les enfants peuvent pas rentrer dedans, hein. Oui, il vaut mieux. Et je relance un jingle sonore. Hajin! Oui, c'est encore le... Et c'est le retour du boomerang, excusez-nous. Aïe. Hajin, tome 1 Hajin. et tome 2. Tome 1 et tome 2. Regarde-lui les deux. On est des fous. 2, alors, putain, sérieux, j'ai pas de cul, quoi. Tsuna Miura et Gamon Sakurai. Aijin, semi-humain. C'est chez vrai qu'il y a de la Glénat. chance sur les noms, hein. Glénat qui, je trouve, a pour l'instant, sur les comics qu'ils ont lancés cette année, Manga. sur les, sur les mangas qu'ils ont lancés cette année, ils ont vraiment tiré beaucoup de très bons. D'un autre côté, on lit pas ceux des autres parce qu'ils Non, nous en mais- font pas. Ouais, mais en théorie, je veux dire, si tu veux, ils en produisent pas nous non envoyer plus de la des merde masses. aussi, hein. Ils en produisent pas des masses, et je trouve qu'ils ont vraiment quand même eu une main très Sur la heureuse. nouvelle série, ouais. Sur la nouvelle série, c'est impressionnant. Donc, Aijin semi-humain, qu'est-ce que c'est? Les Aijin sont des personnes, en fait, qui sont immortelles. Depuis le début, en fait, de je crois, du XXe siècle, ils sont une dizaine dans le monde entier qui ont été découverts Aijin, c'est-à-dire qu'ils sont immortels, on ne peut pas les tuer. Tu peux leur arracher un bras, leur arracher la tête, les couper à moitié, leur les écraser sous un rouleau compresseur. Ils vont, en fait, se reconstituer Quand il meurt. quand ils meurent. C'est-à-dire Parce que si, par exemple, tu lui arraches la jambe, Mais qu'il ne meurt pas. il ne meurt pas, eh ben elle va pas se réparer. Donc en fait, il faut qu'il se tue. Il s'étrangle tout seul, il s'arrache de la carotide ou quoi, pour mourir, et à ce moment-là, elle va se reconstituer. c'est gore. Ce que Alors, j'aime bien, c'est qu'on peut les faire souffrir longtemps. Oh, pardon, j'ai Là, on dit va à y haute voix. venir. Alors- On va y venir. donc justement, Oui, je me doute bien, oui. alors déjà sur le ton, c'est, j'ai trouvé ça, voilà, c'est super ultra dynamique, c'est rythmé mais à un train d'enfer. Ça part dans tous les sens. Il y a une part aussi d'hémoglobine, de membres arrachés, ça part, ça gicle, ça coule. Parce que, juste pour préciser, on va suivre le rôle d'un môme. Mais je peux y T'allais y arriver. venir. Ah, pardon, excuse-moi. Je peux faire, je dis juste, voilà, déjà en général. Donc maintenant, le pitch, en fait, on va suivre, là, du coup, voilà, tu m'as coupé l'histoire de Kei, en fait. Kei qui va,
qu'il va, bon, Faire le je chien vous, écrasé, c'est ça. je vous dis tout de suite, il va découvrir qu'il est un Aijin. Oh mon dieu, il a spoilé. J'ai spoilé, mais en même temps, c'est le début du premier On tome. le voit à la page 12. C'est pas loin de ça, ouais. Donc il devient un Aijin et forcément, il va se retrouver au milieu de multiples desiderata politiques qui vont vouloir le récupérer, des groupes, des corpuscules. Les gens, parce que c'est l'Aijin, c'est pas un humain, c'est un monstre. Et par tout ça, on va se retrouver avec surtout une énorme question dans ce bouquin. Qui est-il? Non. D'où Qu'est-ce qui vient-il fait l'humanité, quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain? Et ce questionnement-là, il arrive petit à petit dans le tome 1, puis dans le tome 2, ça... Et pourquoi a-t-il une sorte d'ombre qui le suit et qui fait des choses bizarres? Ah, mais ça, moi, j'en parle pas, tu vois. Ah ouais. Mais surtout, moi, ce que j'ai vraiment vachement apprécié, c'est que c'est un bouquin super rythmé, qui envoie quand même du lourd au niveau du dessin. Putain, ouais, Qui a du gore. Parfois, il y a des planches de dynamique. Il va donner un coup de pied, là, il y en a un. La planche est magnifique, quoi. Qui est gore, qui envoie de l'hémoglobine, mais en même temps, il y a des réflexions derrière qui sont quand même beaucoup plus profondes que, encore une fois, que ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est vraiment pas un truc que bourrin. Il y a, je trouve, un petit côté d'Ikigami, en fait, dans le monde où on a une sorte de société quand même qui est très en place, très fermée. Alors après, c'est certain que ça ressemble. C'était à la japonaise, mais Ikigami nous faisait bien sentir avec. C'était dans l'extrême Ikigami à ce niveau-là. Voilà. Donc du coup, ça c'est quand même vraiment pas mal. Juste, je rajouterai 2 petites infos. Donc c'est qu'il y a un animé qui est déjà prévu en 3 films, je crois. 3 films d'1 heure. Ou 3 grands films, je sais plus. Des OAV, quoi. Et qui seront diffusés sur Netflix normalement mi-2016. En France. Applique France. Ouais, alors moi c'est vrai que graphiquement ça m'a un peu surpris parce que les 2 personnages principaux du tome 1, parce qu'on change un peu de personnage principal dans le tome 2. On a Kei et ensuite on a Kai. Voilà. Il y a une lettre qui change, ça change tout. On a un graphisme, je veux dire, Kai justement il a un côté très, j'ai envie de dire Naruto, tu vois, avec les cheveux en pointe, un côté très shonen, etc. Tu vois, ce côté-là. C'est un shonen. Ouais, c'est un seinen au niveau de l'ambiance quand même. Il est classé seinen, je crois qu'ils l'ont classé seinen chez Glénat. Ouais, voilà, non, c'est quand même sombre, dark. C'est pas je vais découvrir de nouveaux pouvoirs pour latter la gueule à quelqu'un de plus fort et ainsi de suite. Non, là, on est dans quelque chose de plus profond. Et c'est vrai que ça m'a un peu perturbé. Ça se perd un petit peu dans le tome 2 parce que les personnages sont moins caricaturaux graphiquement, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que j'ai vraiment encore plus apprécié le tome 2, surtout qu'on avance bien dans les intrigues. Qui sont c'est prenant. C'est même pas un complot. Je veux dire, le gouvernement essaye d'enquêter sur les Aijin, qui sont ceux qui font, etc. Et bien entendu, les Aijin essayent de s'organiser pour se défendre. Mais surtout, c'est que tu aperçois aussi quand même quelle est la portée, on va dire, sadique de l'humanité, quoi. Jusqu'à quel point l'homme peut devenir une ordure. Et je te dis, moi, ce qui m'a vraiment presque asséché, c'est le côté. Qu'est-ce qui fait l'humanité? Parce que du coup, c'est une question que Kai va se poser très vite. Est-ce que je suis humain? Je suis plus humain? Et est-ce que eux, ils sont plus humains que moi, finalement? Parce que, attends, ils sont capables d'essayer, ils veulent tous me tuer, quoi. Puis il y a des trouvailles scénaristiques sur, dans des scènes d'action, comment utiliser le fait que tu te régénères quand tu meurs, comment utiliser des petits détails pour que les gens se fassent choper d'une façon ou d'une autre. Dans le tome 2, il y a un détail qu'on va pas raconter parce que ce serait spoilé, mais je suis resté sur le cul parce que c'était évident, mais j'y ai pas pensé, quoi. Donc vraiment très 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 bonne BD, les 2 tomes sont fantastiques. Vivement la suite. Bon, je confirme, c'est bien du seinen et en plus c'est top parce que c'est imprimé sur du papier issu de forêts gérées de manière durable. Et en même temps, je crois que je m'avance pas, mais il me semble que c'est en 6 tomes normalement. Si c'est en plus qu'en 6 tomes, c'est bien, c'est une histoire qui sera finie rapidement. Et là, c'est à pied avec un titre. Écoute, j'ai envie de te dire, ça aurait dû être pour Mathieu vu la gueule du titre. C'est qu'on fait pas mal de mangas en ce moment. On a du rattrapage à faire sur le sujet. Bon, en gros, vous prenez Katsura Akira. Vous prenez 2 auteurs de folie. Akira Toriyama, qu'on ne présente plus. Dragon Ball, Dr. Slump. Sacré professeur Slump. Voilà, un tueur. Non, c'est Bernard Minet. Non, c'était Ariane. C'était Ariane. Ah oui, c'était Ariane, Dr. Slump, ouais. Non, pardon. Bon, c'est pas très éloigné. Vous prenez... Elle était pas mariée avec lui, hein. Non, Masakazu Katsura. Elle était avec Rémi. Oui, je sais. Ah ouais. Vous prenez Masakazu Katsura. Et c'est Framboisier qui est mort. Ouais. Qui est donc et René, le dessinateur. René aussi, je crois qu'il est... Qui est donc le dessinateur. Putain, j'ai le dépris, c'est horrible. Donc, mais c'était le barbu ou celui avec les lunettes? René, c'était le vieux avec les lunettes.
savez quoi, je vais couper C'est mon pas le timer barbu pour qui est- raconter vos histoires, là. Hein pas le parce barbu. que là, je... Qui René? Non. C'est bon? Ah, vous qui avez est, ouais, je crois. Ok, enfin bon, c'est pas grave. fini Vas-y. Ouais, je peux y aller, c'est bon? T'avais On peut faire ça- l'émission sur les BD, c'est T'avais ça? 5 minutes, en fait. Ouais. Donc, Masakozu Katsura, que vous connaissez pour Video Girl Eye, entre autres, Z-Man, et d'autres séries fort sympathiques. Graphiquement, ils ont pas grand chose à voir. Toriyama est dans un style beaucoup plus déformé, dans l'humour pipi caca et dans le grosse action qui part dans tous les sens. Katsura est beaucoup plus dans un style plus léché, plus fin, il va plus faire de l'histoire romantique, même si il rêve de faire du super-héros et du truc d'action. Ils se sont rencontrés tous les deux, sachant que Toriyama était un peu un maître pour Katsura, ils se connaissent depuis assez longtemps, pour faire des histoires courtes dans l'univers de Dragon Ball, autour de la Patrouille Galactique, qui est donc une patrouille qui se balade à travers le monde, dont faisait partie Jacko's The Patrolman, dont on a lu, dont on a fait la chronique dans notre précédente émission. On a donc là 2 histoires courtes qui vont suivre d'abord l'histoire d'une jeune fille, Sachie, Qui est la oui, qui est la fille du champion du monde de karaté. voilà, qui va se retrouver. Ce qui peut peut-être vous rappeler une autre histoire dans Dragon Ball. Pas du tout. Donc qui va se Et retrouver. elle s'est même pas mariée avec le fils de Sangohan, d'ailleurs. Qui De va se retrouver Sangoku. impliqué dans une aventure sur des planètes extraterrestres et compagnie pour sauver des planètes. Et l'autre histoire va suivre un patrouilleur de l'espace qui s'appelle Jia et qui est un gars super balèze avec des pouvoirs de la mort, un costume génial et qui doit lutter contre un super méchant vampire. Ouais. D'abord. Graphiquement, on est dans un style qui est vraiment entre du Toriyama et du Katsura, c'est-à-dire que Katsura s'est éclaté à en faire des tonnes sur les graphismes, sur les designs, avec des côtés un petit peu éclatés. On voit que en fait, tout le caractère design a été fait par Toriyama, et Katsura a ensuite mis sa patte un peu plus réaliste, un peu plus fluide et péchu, j'ai envie de dire, sur certains points, et ça marche super bien. Et les histoires sont drôles, pleines d'action, bien mises en scène, et franchement, j'ai pris un grand plaisir à les lire, et j'aimerais bien lire d'autres histoires dans cet univers, et si c'était par ces 2 auteurs, ce serait vraiment très très bien. Ce serait génial. Parce que franchement, là, j'ai passé un excellent moment. Pourtant, la couverture fait pas envie. Hein. Non, la couverture fait vraiment pas envie, mais les 2 histoires, ouais, on retrouve. Enfin, je pense qu'il y a aussi un petit côté Madeleine de Proust parce qu'on retrouve aussi les animés de notre enfance, quoi. Ouais, l'humour pipi caca que peut avoir Toriyama sur les trucs autour du cul de temps en temps. C'est un peu plus adulte, hein, pour le coup. C'est un peu plus adulte, mais ça passe. Enfin, Parce qu'il y a quelques réflexions un peu tournées autour du cul qui sont un peu plus poussées que ce qu'on peut avoir dans du Dragon Ball. mais voilà, ça passe. C'est excellent. Voilà, donc. Dommage qu'il n'y ait peut-être pas de suite, mais. Ouais, ça serait bien qu'ils en fassent une. On ne sait pas, apparemment c'est possible. Il y a une chouette interview des 2 à la fin, qui nous permet d'apprendre un peu plus comment ils se sont rencontrés, comment ils ont fait pour bosser ensemble. Voilà, c'est un très bon moment de lecture. Si vous êtes, voilà, moi je vais le garder, je vais le mettre à côté de Dragon Ball que je n'ai pas, mais qu'il faudrait que j'ai un jour. Je trouve un peu dommage qu'on retrouve quand même sur pas mal de personnages, notamment sur les grands méchants vilains, des caractères design quand même très proches de ce qui s'est fait sur les derniers Dragon Ball, quoi. Bah, d'un autre côté, tu peux pas lui en vouloir d'être dans son style, quoi. Après, même dans Dragon Ball, t'avais quand même beaucoup de personnages qui se ressemblaient, quoi. Oui. Ça aurait été bien peut-être de laisser le caractère design de l'autre côté et lui de venir mettre sa patte. Je sais pas, parce que c'est quand même ultra connu les 40 000 caractères. Après, c'est vrai qu'il a créé quand même beaucoup de personnages. Il suffit de regarder dans les Dragon Quest, par exemple, tout ce qu'il a pu créer. Peut-être qu'à un moment donné, on tourne un peu en rond aussi, mais voilà, c'est peut-être un peu dommage qu'il ait pas réussi à s'extraire de sa facilité entre guillemets de ce qu'il savait déjà faire. Oui, en même temps, est-ce que tu irais, quand t'achètes du Toriyama, tu l'achètes parce que c'est du Toriyama aussi. Tu vois, C'est pas faux. C'est difficile aussi pour un auteur de se C'est dire vrai. tiens, je vais faire un truc différent parce que C'est t'es vrai. pas certain d'être suivi Et par déjà tes fans, quoi. graphiquement, le fait qu'il ait donné le dessin à quelqu'un d'autre, qui est déjà quelqu'un de reconnu aussi, qui a su garder sa patte tout en rentrant dans le moule Toriyama, j'ai envie de dire, je trouve que en soi c'est pas évident et que c'est une belle réussite. Tu vois, là juste, je vais faire une petite comparaison. C'est comme Radiohead quand ils sont passés de la période électrique à la période électro. C'est ça. Tu as fait une chose totalement différente. Tu as quand même des fans qui ont pas suivi entre les deux parce que entre The Benz et Pyramid Song, on a quand même un demi-monde d'écart. Oui. un demi-monde d'écart qui fait que les fans ont pas tous collé quoi au truc. Là, C'est je pas trouve faux. qu'ils ont eu le juste milieu. Tu en ferais quoi?
prêter, donner. Alors ça, je le ferai tourner à tous les potes que j'ai encore de la période animée, quand on se racontait le Club Dorothée le jeudi après avoir vu le mercredi, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé en Dragon Ball et tout. Quand tu jouais au Chevalier du Zodiac, à Dragon Ball, dans la cour de récréation. Ouais, moi je l'offrirais, mais moi ce serait à En offrir même aux temps, potes. en même temps, À offrir, tu vois. j'en vois plus beaucoup, en fait. Le seul qu'il y a, c'est il est à 3, tu Il vois. est à donc. 3, ouais. Mais tu jouais pas avec lui, toi. Non. Ouais, on jouait pas avec les plus jeunes. Non, excuse-moi, mais chacun sa merde. Chacun sa merde, exactement. Moi, je jouais avec un geek et un homosexuel. Quoi ? Hein ? Nous voici sur un petit livre oublié sur un banc, tome 2. Alors, avant de passer au tome 2, donc un petit rappel sur l'ensemble du travail. Un petit livre oublié sur un banc. Au scénario, c'est Jim. Au dessin, c'est toujours Mick. Donc, pour rappel, nous suivons Camélia, une jeune femme qui s'ennuie dans sa vie et qui découvre un jour sur un banc un livre et où certaines lettres sont entourées, des lettres qui forment des mots. C'est un beau lapsus. Et oui, mais en même temps on est dedans, et des mots qui font donc des phrases et donc un petit message. Un message qui la relie donc à un mystérieux inconnu, et elle rentre dans ce petit jeu, cette espèce de correspondance avec cet inconnu, par le biais de livres donc déposés sur des bancs, et hop, on récupère, on communique, c'est le Facebook ancestral et littéraire. Le second tome, lui, puisqu'on est dans un diptyque, conclut donc cette histoire. Ça conclut à la fois la correspondance, mais ça conclut surtout l'enquête, puisque Camélia était très curieuse de savoir qui lui écrivait ces mots. Elle mène son enquête, cette enquête qui va la mener à découvrir qu'elle n'est pas la seule à détenir un exemplaire de ce livre dans lequel il y a des lettres entourées et donc des messages. Donc ce jeu du chat et de la souris entre cette espèce d'amant épistolaire et cette jolie jeune femme qui ne rêve que de passion amoureuse, eh bien c'est tout le sujet de l'ensemble de ces deux bouquins et qui se conclut, je trouve, de manière très jolie. Voilà, je trouve que c'est un ensemble qui aurait pu être fait en un seul bouquin d'ailleurs. Ça le mériterait, oui, d'avoir. Ça aurait mérité une Ils édition. sortiront en intégrale, ils l'ont fait pour. Voilà, ça a été. Ouais, mais bon, après c'est une histoire de, je le sors en deux, machin, c'est un peu commercial, mais tant pis. Mais en attendant, j'ai trouvé que l'ensemble formait quelque chose qui tenait la route, qui était beau sur la conclusion aussi. Voilà. C'est une histoire légère, ouais. C'est une histoire légère, sympathique. Tranche de vie. Voilà, qui. Dans ce tome 2, il y a quand même. Une aventure que vit l'héroïne qui m'a un peu fait mal au cœur, avec un écrivain. Et oui. Voilà, mais qui est tellement réaliste. Tous des enculés. Ouais, qui est tellement vrai, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai trouvé que c'était un livre, c'est léger. Cyniquement, j'aurais envie de dire, c'est Cucu la fragile, etc. Mais non, mais ça passe quand même, quoi. C'est pas Cucu la fragile. J'ai perdu mon cynisme dans le livre. C'est vrai. Ouais. Je trouve que ils ont réussi à retranscrire quelque chose d'assez authentique, qui est plausible et qui pourrait faire très bien un film à la française sans aucun problème. Hein. Oh, ce serait chiant. Avec Audrey Tautou. Ouais. Audrey Tautou. Ouais, ça serait chiant comme film à la française. Thio, oui, c'est un film à la française. Hein. Il y a des films bons. Rappelle-toi, on a parlé tu vois, de l'arnaqueur dernièrement. Oui, qui est une grande réussite. Qui est un très bon film français. dont le réalisateur est décédé il y a peu d'ailleurs. Et ben donc on n'aura pas de suite ou autre chose. Ouais, c'est dommage. Ça aurait fait une très bonne série télé d'ailleurs. T'inquiète, Dorsel qui est sur le coup. On parlait de trucs légers et poétiques. On parlait de trucs légers et poétiques. Allez, Marc Dorcel, merci. Merci qui? Merci Isaac. Donc. Merci qui? Merci Isaac. Allez les enfants, envoyez des commentaires. Je vais faire sortir des t-shirts. Thio est en train de mourir. On a perdu Thio, définitivement. Donc du coup, Pierrick a perdu son cynisme là-dessus. Certains ont perdu aussi, tu vois, leur désaveu de Jim. Tu vois, parce que j'avais... Non. Bah si, parce que rappelle-toi que j'avais quand même très peu apprécié Une nuit à Rome, ouais. Une nuit à Rome. Pour des raisons totalement personnelles, mais qui, du coup... Peut-être parce qu'il était trop réaliste. Peut-être, c'est ça, parce qu'il y avait trop de pathos pour moi là-dedans. C'est ça. Trop vrai. Mais du coup, un petit livre oublié sur un banc, je trouve que c'est un moment d'une légèreté et d'une poésie qui est tout simplement génial. Voilà. Exactement. Ça me fait penser à du Chabouté.
Tu vois, un peu dans le même, Ah ouais, dans cet cette même- appart, c'est dans cette même poésie, dans ce style de, Ouais. c'est plus verbeux que du chabouté peut-être, mais c'est un peu vraiment, moins graphique. Même si le dessin de Mig Ah est non, vraiment ça colle très bon, bien. hein. ça colle très Les bien. couleurs aussi, je sais pas qui les fait, mais les couleurs sont magnifiques, je trouve. Je crois que c'est Mig aussi. Elles collent très bien à la thématique, elles sont chaleureuses. C'est Delphine. Voilà, bah Delphine fait des couleurs très chaleureuses et sympathiques. Non, c'est vraiment un très bon bouquin. Je confirme. Moi, je l'offrirai à des amoureux. Je- Et des je- amoureux du livre. J'ai des amoureux du livre surtout, des amoureux qui aiment lire et qui du coup aiment faire passer la lecture, quoi. Ou des gens qui se sont rencontrés simplement en commençant à s'échanger des petits messages et en apprenant à se découvrir. Et j'ai envie de te dire, d'une certaine façon, notre petit Fafa et notre petite Charlotte ont commencé c'est là, un petit j'aime bien. peu à s'envoyer C'est des vrai. petits messages comme ça. Ça, Sans connaître le physique de l'autre, sans savoir qui était derrière les mots. Si, en ayant des photos, tu sais, les photos prises par des caméras pourries, des webcams où tu étais en 12 pixels. C'est ça. ça m'a un peu, moi, les gens, je crois, que s'en foutent de Fabien, malheureusement. Mais ça m'a un peu fait aussi rappeler le phénomène du cross-booking. Je sais pas si vous connaissez le principe, qui consiste en gros, bah, tu t'inscris ton livre sur un site, tu mets une petite étiquette dedans avec un code barre, et ça te permet en fait de le poser quelque part. Tu dis sur le site où tu l'as posé, et les gens peuvent partir à la chasse au livre. Et puis tu peux laisser un petit mot dedans, et c'est un phénomène, je sais pas si ça marche bien, mais qui m'avait beaucoup intrigué quand ça a commencé en France, et que je trouve vraiment très sympa. Et avec la pile de bouquins dont je me séparais, si j'arrive pas à en faire quelque chose, je vais peut-être le faire. Ben écoute, moi j'ai envie de te dire que quand j'ai appris qu'au Japon les mangas restaient généralement dans les métros, les dans gros les recueils transports en commun, des revues, etc. Je me suis dit mais enfin voilà, c'est un moyen génial de communiquer entre personnes. Et du coup en lisant ça, bon c'est la version à la française, hein, mais ça m'a refait penser à ça finalement. DMZ de Brian Wood et Riccardo Burchielli, sorti chez Urban Comics, une bande dessinée qui est initialement sortie chez l'éditeur américain Vertigo et qui est compilée en 12 tomes et qui est fini de publier. On a beaucoup de retard dessus. Nous avons eu la chance de rencontrer Riccardo Burchielli. Ricardo, C'était trop top. Excusez, j'étais pas. Pourquoi vous scandez le nom Ricardo? Il y avait quoi? Il est fan. Il est fan. Et il lâche la bouteille, tu vois. Il y avait des. Il suce non. la bouteille là. Voilà. DMZ se passe dans un futur très proche, dans lequel il y a un conflit entre deux factions des États-Unis qui luttent l'une contre l'autre. Et Je crois que c'est parce qu'il y a une partie des États-Unis qui a fait sécession. voilà. Et donc nous avons une partie À nouveau. à nouveau. Manhattan est devenue la zone démilitarisée, une zone tampon sur le conflit entre les deux, qui est une sorte de zone neutre, mais où il y a encore des gens qui vivent. Une sorte de no man's land, quoi. Voilà. Et sur Manhattan, il est décidé d'envoyer une équipe de journalistes indépendants avec un jeune stagiaire, Matty Ross, qui part là-dedans. Sauf que dès qu'ils arrivent, leur hélico se fait exploser. Le journaliste en question, vedette se fait démonter. Et lui se retrouve seul sur le terrain comme une merde, alors que c'est un jeune photographe. Lui, il est juste photographe. Avec du matos pour faire le journaliste et compagnie, dans une zone dangereuse, mais où des gens vivent. Très vite, j'ai rencontré une jeune femme dont j'ai oublié le nom, mais qui est un personnage important et qui fait médecin en fait sur place. En fait, c'est une ancienne infirmière. Infirmière. Voilà. Et on se retrouve très rapidement à se rendre compte que les militaires aimeraient bien qu'il envoie certains messages aux médias, sauf que lui, très très vite, se rend compte que lui, il n'est pas comme ce présentateur vedette qu'il devait amener, qu'il veut amener un vrai témoignage sur ce qui se passe dans la zone démilitarisée, et il commence à avoir une grande importance politique de par sa présence sur place, car c'est lui qui envoie des nouvelles de ce qui se passe dans cette zone-là au monde. Il y a un petit côté transmétropolitane dans ce... Voilà. Il y a un petit côté transmétropolitane donc dans ce héros qui est là pour apporter la vérité, mais dans un contexte beaucoup plus réaliste et donc beaucoup plus dur, parce que transmettre, il y a un côté un peu n'importe quoi. Oui, j'ai un pistolet à faire chier. Voilà. Là, on est vraiment dans quelque chose de plus crédible, plus froid, plus dur, et en plus, Brian Wood, qui connaît apparemment très très bien New York, arrive à le rendre très vivant, très crédible, qui connaît très bien les quartiers, et il nous crée en place les factions qu'il y a dedans. Et il le rend tellement crédible que c'est à la fin du tome 2. À la fin du tome 2, il est bonus. Il y a un petit guide
totalement illustré par Brian Wood, qui est illustrateur aussi, et écrit, qui nous est un peu comme une sorte de magazine, une sorte de guide du routard de la DMZ, qui nous dit, ouais, il y a des groupes de musique qui existent encore, cette zone-là, il y a des gens sympas, des petites interviews de gens de la population. Un côté, mais vraiment très crédible. En fait, ce sont les articles que Matty Ross est censé écrire et que donc Brian Wood nous présente à la fin en bonus. Voilà. Bien sûr, il se retrouve au milieu de plein de conflits, il découvre plein de choses, ce qui est devenu Central Park, certains quartiers qui sont un peu particuliers, et voilà, j'ai lu que 2 tomes, et c'est vraiment très très bon. Ça pose la question de qu'est-ce qu'on doit montrer ou pas en temps de guerre, qu'est-ce que on doit faire. Alors Matty Ross, la puissance des images, ouais. Le lien entre les médias et la politique, la manipulation des foules, la gestion d'un conflit à l'intérieur d'un pays. Ça remet en place, en tout cas en question, beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on dit les uns sur les autres, etc. Parce que Matty Ross va avoir l'occasion à plusieurs reprises de repartir de la DMZ. Et soit on l'y renvoie, soit il y retourne de son plein gré, parce qu'il pense que, ils se sont investis d'une mission, alors que pas du tout au départ. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on nous le présente un peu comme un loser au début. En fait, c'est pas un loser, c'est juste le gars qui est venu faire son boulot sans se poser de questions, et très très vite. Faut dire aussi qu'ils sont dans une telle situation dans le tome 1. Il a un parti pris dans la situation, il se dit merde, en gros j'ai été aveugle pendant toute ma vie, il faut que j'ouvre les yeux et que j'ouvre ma gueule pour faire comprendre aux gens ce qui se passe. Il a cette opportunité de devenir la voix de la vérité, entre guillemets, la voix de la réalité à défaut de la vérité, mais la réalité du terrain, parce qu'il se rend compte que lui aussi fait partie d'un système où on manipule les gens avec des images, on manipule les gens avec de fausses informations, des informations tronquées, des informations fabriquées, et donc il essaye du coup de devenir la voix de cette réalité. Alors ça va être compliqué. Dans le premier tome, il est clairement manipulé. Dans le deuxième tome, il comprend le système et il essaye d'inverser la tendance et de jouer plus pleinement son rôle. Voilà, j'attends de lire la suite, puisque là, dans la fin de ce tome 2, beaucoup de choses sont mises en place pour qu'il devienne vraiment une voix, et avec un réseau de diffusion annexe. Alors bien sûr, qui joue le rôle des gentils face aux Américains ? Les Canadiens. On va voir un peu ce que ça va donner. Graphiquement, c'est un style très sombre, très ambiance, j'ai envie de dire. Tu sais, ces dessins qui sont un peu calqués sur des photos de lieux, etc., mais qui jouent à la crédibilité du graphisme. Des personnages assez gueule cassée dans le trait, qui fonctionne très très bien avec l'histoire, et avec des superbes couvertures. Je crois que c'est Brian Wood d'ailleurs qui fait les couvertures, il me semble, qui sont vraiment très 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 sympas. Thio, t'as pas entendu sur DMZ? Mais je valide, c'est bien Brian Wood. Voilà. Et à part ça, qu'est-ce que tu en as pensé? Que c'est une série qu'on a découvert un peu trop tard, parce que excellente. Voilà. C'est vraiment un pur bonheur. Je me suis régalé sur le premier tome, du coup, je crois que c'est toi qui as acheté le deuxième. Oui. Mais je pense peut-être que les suivantes, ça va faire un peu comme Walking Dead, ouais. Tu risques à voir, en fait, quand tu vas pas aller assez vite, jusqu'à peut-être tu vas t'acheter le suivant pour lire la suite, quoi. Et puis c'est vraiment intéressant, comme tu disais, le côté, le journalisme, qu'est-ce qu'on en fait, quoi, la liberté d'expression, On reviendra sur la liberté on d'expression reviendra dans sur la la splash expression, page. sur qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on doit dire, et finalement, il va essayer de critiquer un système, mais en même temps, il va être obligé de faire partie du système qu'il critique, parce que sinon, en fait, tu n'as pas la parole. C'est bientôt le problème. Et je c'est trouve le paradoxe de la situation. Ouais, et je trouve assez sympa, quoi. Sans compter en plus qu'on a quasiment, en 2 tomes, on n'a pas eu une seule explication, en fait, sur, entre guillemets, les États libres d'Amérique et les États-Unis qui revendique quoi? Qui revendique quoi? Qui veut quoi? Qui je a crois raison? que ça n'a pas trop d'importance, en fait, dans le débat. Je sais pas, mais pas trop d'importance, mais je pense que ça pourrait très bien ressembler à une espèce de révolution française, par exemple, où le peuple se soulève
sur un ras-le-bol général de on en a marre d'être oppressé, on en a marre de pas manger. On voudrait bien garder un roi, c'est pas le roi le problème. Nous on veut simplement bouffer, on veut simplement que notre travail, c'est pas qu'on veut plus travailler, on veut simplement que notre travail nous permette de vivre. Et ça donne un petit peu cette impression là où au départ c'est une révolte de fermiers, un petit peu comme on l'a vécu avec les révoltes d'agriculteurs récemment, sauf que c'est resté désarmé chez nous bien sûr. Sauf que là, ils prennent les armes. Ils prennent les armes et ils avancent sur le pays, et puis petit à petit, la foule prend leur parti, en tout cas une partie de cette foule, et on se retrouve vraiment comme en guerre de sécession aux États-Unis avec les nordistes contre les sudistes. Là, c'est les gens pour cette minorité de peuple qui est opprimée contre la classe dirigeante finalement, ou la classe désinformée. Enfin bon. Bonne série. Moi, je la prêterais, parce que c'est une grosse série, et c'est le genre de série que je prête à tous les gens pour qu'ils la lisent, parce que, et si ça leur plaît, ils s'achètent la série derrière, quoi, parce que c'est une bonne série. À prêter. Sans compter que 12 tomes en plus. Ouais. C'est pas très. Non, c'est pas très long. Moi, je pense que Nadine Morano devrait la lire. Sur ce, je crois qu'on va pouvoir changer de rubrique. Malheureusement que Nadine Morano. Express. On a un petit peu changé la formule de l'Express. Maintenant, l'Express, pareil, on a parlé très très vite d'une bande dessinée, encore plus vite que ce dont on a parlé des précédentes. Le but, c'est surtout de vous dire pourquoi est-ce qu'on le lit encore, et est-ce que ça vaut le coup de continuer à lire cette bande dessinée. Et on commence tout de suite par un tome 11 d'une BD franco-belge, Le Scorpion. Le Scorpion, de Marigny Desberg. Donc voilà, Express, c'est fini. Alors, donc nouveau cycle dans Le Scorpion. Là, je ne spoil pas. Si vous n'avez pas lu les précédents, là, vous avez trop de retard, les gars. Donc, faut sortir un peu les doigts. Le Scorpion, la carte bleue aussi, 10 tomes. Le Scorpion, donc, a retrouvé son père. Malheureusement, pas de cul. Son père s'est fait cramer. C'est un Trébaldi. Le Scorpion est un Trébaldi et malheureusement. C'est la famille méchant. Et oui, en fait, voilà. Du coup, le Scorpion qui en fait était un chasseur va devenir un peu un chassé parce que tous les Trébaldi doivent mourir, parce que dans les familles qui dirigent le monde, elles ont décidé qu'il y avait une famille de trop, celle des Trébaldi, et donc il va être obligé de s'allier avec Nélio, qui en plus était un illustre connard dans les 10 tomes précédents, ce qui fait que ça va quand même, je trouve, un petit peu relancer la quête et relancer aussi l'intérêt, parce qu'on est en train d'essayer de se comprendre maintenant ce qui s'est passé avant et qui a amené la situation il y a de ça, ou peut-être 3 ou 4 siècles avant. Ok, pourquoi tu le lis encore et pourquoi est-ce que tu vas continuer? Alors pourquoi je le lis encore Parce qu'il a déjà dépensé 11 tomes. Mais j'aurais pu s'arrêter au 10e, ça faisait une belle J'aurais fin. pu m'arrêter au 10e, c'est vrai, parce que ça aurait fait une belle fin. Même celui-là, en fait, on aurait pu s'arrêter au 11, finalement. Donc il faut poser la question à Desberg. En fait. Mais non, d'une part, pourquoi? Parce que le dessin est toujours aussi... c'est trop beau, quoi. Le dessin, il envoie... Sa petite dose de fanservice, comme il faut à chaque fois. C'est ça, la petite dose... Non, mais les dessins sont vraiment magnifiques. Moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Au niveau de la narration, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc, c'est intéressant parce que du coup, la position que prend le Scorpion est très différente de celle qu'il avait avant. Maintenant... Et puis il y a toute une question sur la filiation qui prend beaucoup d'importance, qui est très intéressante. Voilà, c'est le truc qui rend le truc plus intéressant. Je suis pas certain que le scénario relance beaucoup le truc. Les conséquences d'être un grand séducteur, je trouve ça intéressant. Ah oui, là, ça il en prend plein la gueule pour ça. Voilà. Mais je pense que dans le tome 12, on aura toutes les 3 pages, on entend Papa. Faut continuer. Moi, je dirais, faut continuer. Ok, bien continuer à lire ça. Sortilège, tome 3. Ou plus précisément, cycle 2, livre 1. Donc on va faire un petit rappel sur l'ensemble de l'histoire. Donc ça se déroule à Entremonde, une vaste contrée dans un Moyen-Âge plutôt fantastique, peuplé de sorcières, de démons, etc. Et où après le décès de son père, Blanche, notre héroïne, devient la reine, ou presque. En tout cas, le personnage principal, à défaut d'être héroïne, devient la reine du royaume d'Entremonde, Mais son début de règne se fait un petit peu de manière chaotique. C'est pas du tout dans la douceur et le bonheur. La guerre est proche. Son frère et sa mère, absolument horribles, veulent la tuer. Elle a une espèce d'amoureux déçu qui en appelle aux forces des ténèbres pour obtenir la vengeance. Bref. Mais ce n'est pas la seule à avoir des soucis, parce que la trahison, c'est pas uniquement l'apanage des gens d'en haut. Il y a aussi le royaume d'en bas. Et là, c'est Maldoror, le prince déchu du royaume d'en bas,
qui lui aussi a été rejeté et banni par sa propre famille. Et donc, comme les opposés s'attirent, c'est bien connu, d'autant plus lorsqu'ils ont des points communs, d'autant plus lorsqu'ils ont des désirs de vengeance et de pouvoir. Lorsqu'en plus ils sont beaux, quoi. Mais surtout quand ils sont aussi beaux et séduisants. Voilà, tu m'as enlevé les mots de la bouche, tu vois, on est bien d'accord. Ils disent, voilà, ouais, ils sont bons, du cul, hein. Mais ça marche, voilà, c'est crédible, voilà. Et du coup, Blanche et Maldoror, enfin voilà, tout est dans le nom, c'est les deux opposés, le yin et le yang qui s'attirent et qui donc forcément vont peut-être s'allier, en tout cas tentent des rapprochements. Et donc dans ce 3e tome, comme je le disais tout à l'heure, c'est en réalité le premier livre du 2e cycle. Bon, en fait, c'est du pipolo parce que c'est vraiment la suite du reste, hein, il n'y a pas vraiment de coupure, si ce n'est que bon, l'univers est de plus en plus gothique, de plus en plus sombre, mais on reste de toute façon dans cette ambiance merveilleuse. Donc, ce 3e tome va nous offrir des alliances, va nous montrer toutes les difficultés de Blanche pour arriver à rassembler son peuple derrière elle. Il va y avoir des zombies, et oui, c'est toujours la mode des zombies. Mais surtout, il va y avoir la mise en place de la grande guerre entre le bien et le mal, et où plutôt pas tant entre le bien et le mal qu'entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Parce que c'est pas très manichéen tout ça, on est au 3e tome et depuis le début, c'est ce qu'on essaie de nous montrer. Il n'y a pas les gentils et les méchants, on n'est pas chez Disney. C'est tous méchants. Ils sont tous un peu de travers, mais tous pour de bonnes raisons. Bon, c'est à suivre. C'est à suivre, on est toujours dans du fantastique, on est toujours dans de l'épique, mais on est toujours aussi dans de l'humour. Il y a toujours ces touches-là qui traînent, il y a toujours de... Voilà. C'est ce que t'as écrit. C'est ce que j'ai écrit. On n'arrête pas de lui prendre ces mots là. C'est infernal. Vous avez lu mes notes ou quoi? Non. Voilà. Pour moi, on est dans tout ce qui m'avait régalé quand j'étais gamin, dans Taram et le chaudron magique. Qui est sans doute, je crois, le Disney qui a été le plus détesté par Walt Disney parce que tu ne trouves rien sur Taram. Et pourtant, à mon sens, c'est l'un des meilleurs. Voilà, on est bien d'accord. Donc voilà. Bon, pour information, on est un peu à la bourre sur ce 3e tome. Le 4e sort en novembre, le 13 pour mon anniversaire, les enfants. Ensuite, ce qui est un petit peu dommage, c'est que Dargo avait entre les 2 tomes là avait mis un petit 10 planches inédites sur son site. Ah, je les ai pas lues. Qui racontait justement un petit passage avec la sœur de Maldoror, je ne sais plus son nom. Mais j'ai pas réussi, le lien il plus valide. Plus. Ah, c'est con. C'est con parce que du coup ils avaient proposé 10 planches comme ça, c'est une petite histoire rapide. Dommage. Ok. Ceux qui l'ont, n'hésitez pas à le remettre en ligne. Et on finit. Tu mourras moins bête, le tome 3. Moustache. Attends. Là aussi, on a du retard, le tome 4 vient de sortir. Je sais. Science un jour, science toujours, tome 3. Marion Montaigne continue à nous raconter des histoires de science. Alors là, on voit qu'elle a commencé à avoir une petite notoriété car elle est invitée par des scientifiques, avoir des expériences, etc. On y va toujours dans tous les sens, dans les trucs les plus trash, les plus gore, ça parle de caca, ça parle Moi, j'ai beaucoup aimé le passage sur les testicules. Les testicules, oui, enfin, bon, de la science, mais de la science gore, ça parle de bêtes microscopiques horribles, de beurre sexuel des acariens. Et de mettre Pourquoi les ados sont mous? Et de mettre aussi du papier toilette sur la cuvette pour pas se... Voilà. Pour pas se salir et qu'il n'y ait pas de bactéries. Voilà, enfin bon, c'est toujours aussi sympa, un dessin toujours aussi trash, un peu lâché vite fait à l'arrache, qui étonnamment marche. Mange-t-on des araignées quand on dort? Qui apparemment marche super bien en animation, parce que ça a été adapté en animation par Arte. Il y a 5 épisodes disponibles en ligne et c'est très réussi. Même si le professeur Moustache est une voix d'homme, alors qu'on sait tous que c'est une femme. Oui, ça par contre, là je te l'avoue, quand tu m'en as parlé, j'ai regardé. Parce que j'ai regardé. La voix est bonne, hein, mais c'est perturbant. La voix est bonne, mais ça aurait dû être une voix de femme. Et ça aurait été, je trouve, vraiment décalé. Et ça rentrait. Mais bon. Bref, bonne série. Pourquoi est-ce qu'on continue à le lire? Parce qu'on a envie d'avoir des archives de blog chez soi. C'est un peu le seul bonus qu'il y a si les cartes postales dessinées par les invités sont refaites. En gros, si vous avez aimé le blog et que vous savez que vous le relirez pas, le blog suffit. Par contre, c'est vrai qu'à relire ou à offrir à des gens qui lisent peu le truc, qui lisent pas de blog surtout, qui lisent pas de blog, qui s'intéressent à la science, c'est une très bonne série, très 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 drôle, moi que j'aime. Et elle a sorti aussi un autre bouquin qui s'appelle Culturophobie, Oui, enfin, il sort plein de bouquins. Enfin, voilà. C'est bien. Eh bien, nous avons terminé avec ce 118e One A Club, le premier épisode de la saison 7. 118. 218.
Ce placement, vous avez vu ce placement de produit subtil? J'espère que le chèque va bientôt arriver d'ailleurs. Ils en sont où? Ils nous avaient dit combien déjà? Je crois qu'ils nous ont rien dit en fait. Putain, merde, on a raté le coche. 118, pourrez 712. Donc nous réécouter dès la semaine prochaine avec la splash page. Donc en gros, nous allons aller un peu plus dans l'approfondissement de nos sujets. Nous allons essayer d'être un peu plus intellectuels, un peu plus intelligents. Nous allons essayer de vous spoiler à donf. Donc s'il y a une BD qui vous a plu, allez-y là. En gros, dans le prochain, on va spoiler comme des malades les deux Van Gogh. On va parler un petit peu de DMZ, mais très sommairement. Voilà, en gros, les deux BD dont on va le plus parler. Et là, il y aura un peu du spoil. Donc, si ces séries vous ont intéressé, n'hésitez pas à les lire. Et la semaine prochaine, vous serez fin prêt pour écouter l'émission. L'émission sera sur un autre flux RSS, donc je vous recommande de vous y abonner. Ça sera chez PodCloud, parce qu'ils font un très très bon service. D'ailleurs, si vous avez eu des petits problèmes de flux RSS ces derniers temps, c'est parce que j'ai fait plein de bidouilles, de magouilles pour changer, pour virer des trucs. Enfin bon, c'est de la technique. Normalement, tout devrait marcher et vous devriez pouvoir c'est le entendre bordel, quoi. Ouais, c'est le bordel. Sur ce, je crois qu'on va pouvoir se dire au revoir les gens. Au revoir les gens. Au revoir les gens. Qu'on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de l'émission, qu'on enregistrerait tout de suite, comme ça on a le cerveau encore frais. On va aller se moucher entre temps parce que nos narines sont pleines. Du coup, j'aurai la même voix, tu vois, je pourrais pas mentir. Ouais. Bon Mathieu, tu nous fais l'introduction, le petit pitch de lancement de la deuxième émission. Voilà. Et merci de nous écouter, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, merci de nous mettre des étoiles sur iTunes. Merci de nous donner votre avis sur la nouvelle formule, s'il vous plaît. Ouais, qu'est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, si ça marche bien. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Merci de nous laisser des commentaires. Isaac répondra au courrier dans la splash page en général, donc c'est là qu'il faudra l'attendre. Ça va et on va chier. peut-être même mettre une adresse mail exprès pour que vous lui écriviez des petits messages secrets. Sur ce, on vous souhaite à tous une bonne semaine et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.